Jennifer, bienvenue, je vous en prie, prenez place. Merci de votre présence ce matin avec cette belle couverture et ce titre que nous allons bien évidemment évoquer. Je vais rappeler quand même quelques-uns de vos précédents ouvrages. Il est encore à toi, ce beau pays, ça c'était en 2018, qui était dans la sélection Renaudot. Là c'était une fresque tragique et monumentale hein, sur la colonisation de l'Afrique. Le chemin de la liberté aussi, ça c'est sur le sort des esclaves après la guerre de sécession. Et puis plus proche de nous, Le diable parle toutes les langues, où vous nous racontez l'histoire de ce personnage, Basil Zaroff, ce marchand d'armes très présent au début du XXe siècle. Si je me permets de rappeler ces trois titres notamment, c'est parce qu'il y a peut-être un lien plus ou moins fort avec ce nouveau livre, Notre royaume n'est pas de ce monde, vous allez encore nous emmener en Afrique. Je me trompe lorsque je dis ça, ou effectivement il y a un fil rouge? Il y a un fil rouge. Merci. Je précise tout de même que j'ai eu un petit parcours très discret avant d'être accueillie chez Albin Michel. Je le précise parce que c'était vraiment une renommée confidentielle que j'ai eue chez Robert Laffont, où j'ai publié 3 romans. Et je suis arrivée en effet chez Albin Michel avec ce triptyque que vous évoquez. Je dis triptyque parce que Le chemin de la liberté, c'est Albin Jeunesse, donc c'est un autre public. L'intention que j'avais, c'était d'évoquer l'impérialisme. Avec, dans un premier temps, Il est à toi ce beau pays et la colonisation. Dans un deuxième temps, Le diable parle toutes les langues, qui est le visage de la guerre, de l'impérialisme. Et dans ce troisième volet, qui va clore le triptyque, je pense, c'est la réunion des deux, c'est-à-dire la marche vers les marchés exotiques qui va conduire à la guerre. Alors on le précise, il y a un lien, vous le dites, c'est un triptyque. Néanmoins, on peut tout à fait lire ce livre sans avoir lu les deux autres et on peut les lire dans n'importe quel ordre. On va découvrir un drôle de personnage. Et d'ailleurs, on va être même invité, puisque le livre s'ouvre avec un carton d'invitation. C'est Ota Benga, qui nous invite à une sorte de conférence dans un monde parallèle. On reparlera de ce monde parallèle et des personnages qui peuplent ce monde parallèle. Mais il est important de rappeler peut-être qui est Ota Benga. Je donne quelques éléments. Nous sommes à la fin du 19e siècle. C'est un pygmée. Il vit dans une tribu au Congo. Le Congo que s'est approprié le roi des Belges, Léopold II. Et puis, il va voir toute sa famille et toute sa tribu décimée. Il va être récupéré par un pasteur qui va l'emmener aux États-Unis pour redevenir une attraction, d'abord d'une exposition internationale à Saint-Louis, puis ensuite du zoo du Bronx. C'est un personnage un peu oublié de l'histoire, et c'est ce récit, c'est lui qui va nous raconter son histoire. Comment l'avez-vous découvert, Ota Benga? Je l'ai découvert par hasard. Il est déjà présent dans Il est à toi ce beau pays. C'était son histoire. Le récit de ce martyr de l'histoire et de l'impérialisme. Je l'ai rencontré dans un guide touristique de New York, puisqu'il avait un petit encart sur le zoo du Bronx, indiquant qu'Ota Benga y avait été enfermé pour les visiteurs dans la cage des singes en 1906. Et je me suis dit, il faut que j'écrive la vie de cette personne que personne ne connaît. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi de me mettre dans la peau de ce personnage. C'était trop éloigné. Et en faisant les recherches, cependant, j'ai découvert d'autres personnages. J'ai découvert la colonisation de l'Afrique centrale, l'œuvre destructrice de Léopold II, mais pas seulement, parce que Léopold II est un des personnages du roman, mais on parle tout autant des pays voisins et des autres colonisateurs européens en Afrique, également de l'impérialisme américain en Amérique du Sud qui est évoqué. Et l'idée, je vais plomber un tout petit peu l'ambiance, mais 2 minutes, après je vais revenir à Ota Benga qui va être un petit peu plus gai. C'est l'histoire, en fait, ce livre, c'est l'histoire de la première campagne internationale de sensibilisation pour une cause humanitaire. C'est une association qui se crée en 1902, sous l'égide d'un journaliste, d'un Britannique diplomate, également écrivain, poète. Et à cette association vont se greffer diverses personnalités aux États-Unis, par exemple Mark Twain, Booker T. Washington, qui est le héros du chemin de la liberté, qui est un pionnier des droits civiques aux États-Unis. Et en Europe, on va avoir Cadbury, le chocolat anglais, Arthur Conan Doyle, en France, Anatole France, Charles Péguy, qui vont tous se mobiliser. Des gens qui vont faire avancer la cause. Qui vont faire avancer la cause pour dénoncer les horreurs qui se passent au Congo de Léopold. Et des tournées sont organisées dans le monde entier avec des photos énormes d'atrocités. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment horribles. Dans le livre, il y a des passages très sombres, certes, mais on en décolle avec une pointe d'humour que j'espère vous percevrez. Et c'est la première fois qu'on a ça, cette organisation de tournées avec des conférences, des photos prises par des missionnaires, un couple en particulier de missionnaires, Alice et John Harris, qui ont photographié, qui ont été témoins des horreurs et des mains coupées au Congo. Et pour
pour préciser et encore plus assombrir l'histoire, c'est surtout l'histoire de l'échec de cette campagne. Parce que non seulement, au moment où Léopold II vend le territoire du Congo à la Belgique, parce qu'il le vend, il ne le cède pas, il le vend pour une somme absolument astronomique, rien ne change radicalement. Et par ailleurs, le fait d'avoir focalisé toute l'attention mondiale sur une cause fait, bien évidemment, comme d'habitude, qu'on oublie toutes les autres. On oublie ce qui se passe en France, on oublie ce qui se passe en Afrique du Sud et partout ailleurs dans le monde. Et puis surtout qu'on sait qu'il y a aussi la Première Guerre qui est en train d'arriver en parallèle. Alors vous le disiez en disant, vous avez un peu plombé, non, vous avez, voilà, mais vous avez replanté le décor, mais vous le dites aussi, vous avez cherché à mettre un peu d'humour dans ce récit, parce que le livre, et ça c'est sa force, est construit en deux temps. Il y a Otabenga qui raconte son histoire, et puis il y a aussi ce monde parallèle auquel vous nous conviez, avec ce carton d'invitation que je citais en préambule, puisque nous sommes dans un monde parallèle bizarrement fréquenté, puisqu'on va retrouver dans cette salle immense tous ceux qui sont morts pour leurs idées, qui ont été assassinés ou tués pour leurs idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est comme ça que sont côtoyés dans la même pièce Jaurès, Martin Luther King, Oussama Ben Laden, Kadhafi et plein d'autres. Et là où même c'est très drôle, c'est que des fois vous nous parlez de certains personnages authentiques, personnages historiques, et certains de ces personnes qui peuplent ce monde parallèle ne les connaissent pas. Alors que fait Jaurès ? Il prend son téléphone portable et puis il va regarder la fiche Wikipédia pour voir de qui on parle. Et pour aider le lecteur. Alors justement, parlez-nous de la construction de ce roman. Est-ce que dès le départ vous saviez qu'il y aurait ce monde parallèle pour alterner avec le récit d'Otabenga, ou finalement est-ce que c'est au fil de l'écriture vous vous êtes dit il faut que j'ajoute autre chose justement pour que ce ne soit pas trop sombre ? D'emblée, je me suis dit, par rapport au premier volet, il faut que je trouve une autre narration pour qu'il soit possible de le lire indépendamment et pour que même si on a lu le premier, on soit récompensé. On se dise c'est pas la même chose. C'est la suite exacte, c'est-à-dire que on reprend à quelques semaines après la fin du premier volet. Donc on peut le lire vraiment d'une traite, mais si on lit ce volume-là, il y a une nouvelle narration, une nouvelle structure. Et je me suis dit comment faire pour, avec les horreurs que je raconte, pour ne pas vraiment mettre à bas le moral du lecteur, et même moi, parce que les recherches que j'ai faites m'ont vraiment déprimée à certains moments. Et je me suis dit, il faut vraiment quelque chose d'original, et en même temps qui ait du sens. Parce que l'association dont je vous parle a parfois causé la mort de certains de ses membres, qui vraiment ont laissé leur vie pour la cause. Donc c'est pour ça que c'est une association qui a échoué, mais ces gens-là se retrouvent dans l'Assemblée. Ils sont aussi morts pour cette cause-là, ils se retrouvent dans l'Assemblée avec donc toutes les personnalités qui ont été assassinées en luttant contre l'impérialisme, même si elles-mêmes ont voulu instaurer leur impérialisme. Mais Otabenga, qui lui s'est suicidé, convoque une centaine. La liste n'est pas exhaustive et en plus il y a d'autres salles que j'évoque dans lesquelles sont regroupés les morts d'autres causes pour d'autres pays. Mais dans cette salle-là, il y a tous les morts assassinés contre l'impérialisme qui ont un lien avec Otabenga. C'est pas un hasard. De près ou de loin. Ben Laden, en effet, je pense que c'est la première fois qu'il s'exprime dans un roman. Et c'est pas de la provocation, c'est pas un pur choix pour choquer le lecteur. Mais Ben Laden a un lien. Ben Laden représente la lutte contre le terrorisme ou l'islamisme fondamentaliste. Et c'est lié à l'histoire d'Otabenga. Donc rien n'est gratuit dans le roman et tout est vrai. À part ces pirouettes narratives comme Jaurès qui a son portable vissé à la main pour vérifier qui est qui. Et parmi les personnages féminins, alors il y a Rosa Luxembourg qui intervient à quelques moments. Et puis nous avons aussi Blanche de la Croix, personnage authentique là encore, oui. Maîtresse du roi Léopold II, épouse morganatique du roi Léopold II. Et c'est vrai qu'elle vient aussi un peu faire pétiller le roman à certains moments parce que c'est une femme de caractère, pas forcément très fréquentable, mais là aussi c'était important qu'elle ait sa place. Elle a beaucoup de place. Malheureusement, elle occupe une place énorme dans l'histoire de la colonisation du roi Léopold, puisqu'elle a été sa maîtresse pendant peut-être 20 ans, dès l'âge de 16 ans, même pas. Elle n'avait même pas 16 ans alors qu'il en avait 64, c'est absolument dingue. Et elle a coûté au peuple congolais des mains, des vies. Et malheureusement, elle s'en est pas si bien tirée que ça. Elle a été punie par le destin puisqu'elle a perdu un de ses enfants. Et le peuple belge la détestait. Le peuple belge était au courant puisque le roi Léopold ne se cachait de rien. Le roi Léopold offrait de manière très très dispendieuse des maisons, des villas à sa chair blanche. Ce qui est intéressant, c'est que vous la faites intervenir régulièrement parce que c'est une aventurière, oui. et elle vient effectivement rythmer le roman. Je précise que vous êtes
dans une autre vie documentaliste, notamment pour la télévision, et on sent aussi votre envie, au-delà de la qualité de l'écriture, votre envie d'aller dans la précision, d'aller vraiment chercher la réalité historique pour la restituer au mieux au lecteur. Ce roman, combien de temps de préparation, une bibliographie conséquente qui est en fin de livre? Ça prend beaucoup de temps, mais c'est-à-dire que, comme je vous disais, avec le premier volet, même les deux précédents, j'ai fait un travail depuis 2015, depuis 7 ans à peu près. Je travaillais dessus avec un storyboard que j'avais constitué sur une grande planche en carton avec la frise chronologique pour chaque pays évoqué, chaque personnage et une petite encoche pour chaque événement que je devais traiter qui constitue un chapitre. Et bien évidemment, j'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver. Donc la biographie de tous les personnages qui sont évoqués, quand elle existe, une ou plusieurs biographies, enfin tout ce que j'ai pu trouver pour vraiment ne surtout pas trahir la pensée des personnages qui sont là. Encore une fois, Jaurès, c'est un petit peu travesti, mais c'est vraiment pour le ton. Mais sinon, tout est au plus près. C'est-à-dire que les personnages qui interviennent dans l'Assemblée, ce sont des citations. Pasolini, par exemple, est présent dans l'Assemblée, donc il était poète, et j'ai essayé, si je n'ai pas trouvé des citations exactes, j'ai essayé de coller à son esprit. Rosa Luxembourg également, vraiment trouver des citations ou rentrer dans la pensée de ces personnages-là. Grande fresque historique ou roman politique? Les deux, mon général. Jennifer Richard, notre monde n'est pas de ce monde. Une toute dernière question, parce que c'est vrai que la pendule court très vite. Notre royaume n'est pas de ce monde. Moi, ça me rappelle quand même aussi un évangile, l'évangile de Saint Jean. Pourquoi ce titre? C'est en effet un verset de l'évangile selon Saint Jean. C'est la contradiction, toujours, pour tous les révolutionnaires, tous les idéalistes. Il y a cette contradiction de ce qu'évoquait Franck Bouys auparavant, la volonté de changer le monde, et Romain Gary le disait aussi, la conviction qu'on n'y arrivera pas et l'impossibilité de ne pas le faire, de ne pas tenter. Et tous ces gens qui se trouvent dans le roman ont tenté, la plupart ont engagé leur vie pour leur cause en sachant très bien qu'ils allaient mourir. Et c'est pas grave, puisque leur royaume n'est pas de ce monde. Ils auront une récompense bien plus tard. Une force incroyable dans ce roman est portée par une très belle écriture. Notre royaume n'est pas de ce monde. Jennifer Richard, c'est votre actualité. Merci beaucoup. Merci à tous.